Vous entrez dans un monde où l'impossible devient réalité. Un lieu où les frontières de la peur n'ont plus de limites. Des territoires où psychopathes, démons et autres créatures font de vos cauchemars un quotidien auquel vous ne pouvez échapper. Ce monde, je l'ai créé rien que pour vous. Entrez et venez affronter avec moi ce qu'il y a au-delà du portail, des histoires de l'autre monde. Bonjour à vous, chères créatures. Une vidéo un peu particulière aujourd'hui, puisque les histoires contées ne sont pas de ma main, mais issues du site Creepypasta from the Crypt, la bible du creepypasta. 3 histoires que j'aime beaucoup, sur des thèmes différents, où éthique, médecine, social et créatures se croisent. Je pense faire d'autres vidéos de ce type de temps en temps. Évidemment, certains d'entre vous auront peut-être déjà entendu ces histoires chez d'autres conteurs ou conteuses. Mais je pars du principe qu'un même récit peut avoir une aura différente suivant la voix qui la conte et peut permettre de la redécouvrir autrement. Mais laissez-vous emporter par ces 3 histoires qui ont trouvé une place en plein cœur des territoires de l'autre monde. Immortel. On m'a diagnostiqué un cancer au cerveau très agressif la semaine dernière. Le restant ne se compte plus en années ou en mois, mais bel et bien en jours. Avant de partir, je veux tout avouer. Je veux expier ma faute, ou du moins alléger ma conscience. J'ai vécu avec ça une partie de ma vie, mais maintenant que ma mort est proche, je ne peux plus garder ce secret pour moi. Alors écoutez bien, car ceci est la confession d'un mourant. Que savez-vous des immortels? Vous allez sûrement me dire que vous en avez vu à la télé, dans des séries comme Highlander, ou dans des bandes dessinées ou des comics. J'étais comme vous. Pour moi, les immortels, c'était Wolverine et compagnie. Ce n'était pas réel. J'ai fait des études de médecine en vue de devenir chirurgien. Vous savez que je suis plombier. C'est donc que j'ai dû arrêter ma carrière à peine naissante pour une raison ou une autre. Bref, j'étais jeune diplômé à l'époque, et j'avais postulé dans tous les hôpitaux du pays et même à l'étranger. Aucun ne m'avait donné de suite favorable, sauf un qui se situait dans la banlieue de Berlin, en Allemagne. Bon, je devais quitter ma famille et mes amis pour aller poursuivre ma carrière dans un autre pays, dont je ne parlais même pas la langue, mais c'était une occasion inespérée d'acquérir de l'expérience auprès de chirurgiens professionnels. Je me suis donc installé à Berlin, dans une chambre de bonne. Il n'y avait aucun confort, mais je savais que c'était temporaire. Une fois l'expérience acquise, je retournerai en France pour trouver un poste à temps plein dans un hôpital prestigieux de Paris. Les premiers mois ont été difficiles, la barrière de la langue n'aidant pas. Je m'efforçais d'observer les opérations, je prenais des notes, je posais des questions en anglais. Mais presque aucun chirurgien ne parlait cette langue. Au bout d'un an, à l'aide de cours particuliers, j'arrivais à comprendre l'allemand. Et je pouvais enfin discuter avec les tuteurs. J'ai pu parfaire mon apprentissage et enfin assister les chirurgiens pendant les opérations. Je progressais à une vitesse folle car il y avait énormément d'opérations par jour. En effet, cet hôpital n'était jamais à court de patients. Ils venaient des 4 coins du pays et même de l'étranger. Et pour cause, l'hôpital avait la réputation de ne jamais être à court d'organes pour les greffes. Cœur, reins, poumons, je ne savais vraiment pas comment ils faisaient, mais ils en trouvaient toujours très rapidement. J'avoue que certaines pensées m'étaient venues à l'esprit, comme un trafic d'organes dans la ville, mais il n'y avait aucune preuve. Et surtout, c'était une aubaine pour moi de pouvoir assister à toutes ces opérations. Une nuit, alors que j'étais resté dans l'établissement jusque tard dans la nuit afin d'étudier certains ouvrages sur les greffes présents dans le bureau du Dr Haussmann, je me suis endormi, le nez dans les livres. Il faut dire que la chaise de bureau du docteur était tout sauf inconfortable. J'ai été réveillé par des cris d'hommes. C'est normal dans un hôpital, me direz-vous. Mais c'étaient des cris d'agonie. C'était affreux. Je suis sorti du bureau et j'ai commencé à chercher d'où ça venait. Je suis allé voir l'infirmière de garde, mais selon elle, aucun patient n'avait crié. Je retournais dans le bureau du docteur quand je les ai entendus une nouvelle fois. Cette fois, j'ai su reconnaître la provenance de ces cris. Ils venaient de derrière une porte qui menait vers les sous-sols de l'hôpital. Sur celle-ci, il y avait un gros panneau « Kein Eintritt », entrée interdite. Évidemment, je voulais venir en aide à la personne, mais la porte était fermée. Les cris ne se faisant plus entendre après que j'ai posé les yeux sur la porte, je suis rentré chez moi cette nuit-là. Le lendemain, j'ai tout de suite posé des questions au docteur, lui demandant ce qu'il y avait derrière cette porte, et pourquoi on pouvait entendre des cris la nuit venant de derrière celle-ci. Lui, qui avait toujours été gentil et souriant, s'est montré à ce moment-là sous un tout autre jour. On pouvait lire la colère dans ses yeux.
Après m'avoir saisi par le col, il m'a plaqué contre le mur, en me répétant que ce qu'il y avait derrière cette porte ne me regardait pas, et en me menaçant de me virer avec perte et fracas si je continuais à mettre mon nez là où il ne fallait pas. Je ne voulais pas risquer ma carrière en me faisant virer de mon tout premier poste, alors je n'ai plus repensé à cette affaire durant quelques mois. Mais une nuit où j'étais de garde, j'ai eu besoin d'une agrafeuse. Je me suis souvenu qu'il y en avait une dans le bureau du docteur Haussmann. Et évidemment, en allant à son bureau, j'ai de nouveau entendu ces hurlements venant de derrière la porte. C'était les mêmes que la dernière fois. Et comme cela remontait à des mois, ça voulait dire que c'était la même personne qui souffrait là-bas. Je tenais à ma carrière, il est vrai, mais j'avais encore des valeurs. Je ne pouvais pas laisser cet homme comme ça, sans rien faire. Je me suis rappelé que le docteur gardait un trousseau de clés dans son bureau. Je suis allé les chercher et j'ai essayé toutes les clés sur cette porte. Et par chance, il y en avait une qui a fonctionné. Je suis descendu dans les sous-sols de l'hôpital, tout en essayant de repérer d'où venaient les clés. Je suis finalement arrivé devant une autre porte, en métal. Au travers des cris de l'homme, je pouvais entendre 2 personnes parler en allemand. Je suis resté quelques minutes devant la porte, avant que les cris ne cessent. J'ai longuement hésité, mais j'ai fini par entrer. Dans la pièce, il y avait une salle de chirurgie. Un homme était allongé sur la table d'opération, la poitrine complètement ouverte. Devant la table, il y avait le docteur Haussmann et l'infirmière en chef. Dans les mains du docteur, un cœur humain, fraîchement retiré du torse du patient allongé sur la table. Il me regardait, les yeux grands ouverts. Il a posé le cœur dans une glacière, puis a enlevé son masque. J'étais terrifié, je pensais déjà au pire. J'étais prêt à détaler et à aller avertir la police. Le docteur m'a demandé d'attendre, d'écouter ce qu'il avait à me dire, que si à la fin de notre discussion j'avais encore envie d'avertir la police, il me laisserait le faire. J'étais vraiment contre cette idée. Mais quelque chose m'a fait changer d'avis. L'homme dont on venait de prélever le cœur avait ouvert les yeux. Je n'en revenais pas. Je pouvais même l'entendre répéter « Helfen Sie mir! Ich will Sie an! Helfen Sie mir! » Il demandait de l'aide. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Le docteur m'a donc tout expliqué. L'homme qui était couché là était un immortel. Ils existent bel et bien, mais préfèrent se fondre dans la masse. Et pour cause. Si le monde apprenait leur existence, ils deviendraient des cobayes, des curiosités destinées à être exploitées par la science dans le but de leur faire livrer leurs secrets. Mais ce n'était pas dans cet objectif qu'ils en détenaient un ici. Il m'a demandé combien de vies avaient été sauvées dans cet hôpital depuis que j'étais arrivé ici. Combien de demandeurs d'organes avaient pu avoir la vie sauve grâce aux greffes faites dans les temps. Il y en avait énormément. Facilement 30 fois plus que dans les autres hôpitaux. C'est là qu'il m'a révélé leur but. En effet, les immortels étaient une source d'organes illimitée. Chaque fois qu'on leur prélevait un organe, cœur, foie, rein, ils repoussaient aussitôt. Parfois, lorsqu'on prélevait le même organe trop de fois à la suite, ils pouvaient mettre plus de temps à repousser que d'habitude. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas subvenir aux besoins des autres hôpitaux, et que tout ceci devait rester secret, pour le bien des patients. Habituellement, ils le mettaient sous sédatif pour le laisser inconscient, mais lorsque l'on prélevait les organes, il ne faisait plus effet. La douleur le réveillait, et malheureusement pour lui, il devait supporter toutes ces opérations à vif. Ils évitaient de le tuer pour avoir des organes aussi préservés que possible. Il a fini par me poser une question. Es-tu prêt à sacrifier tous les hommes, femmes, enfants, qui attendent la greffe d'un organe uniquement pour sauver une seule personne? Une vie contre des milliers d'autres. Que choisis-tu? La réponse paraît évidente, mais croyez-moi, lorsque vous êtes confronté à ce choix directement, ce n'est pas si facile. Laisser ce pauvre homme se faire torturer encore et encore, ou bien fermer les yeux sur tout ceci, sauvant ainsi des milliers de demandeurs d'organes. J'ai regardé une dernière fois l'homme. Je lui ai dit à quel point j'étais désolé avant de partir. Le lendemain, j'ai démissionné. J'avais préalablement informé le docteur que je ne dirais rien à propos de tout cela. Je suis revenu en France. Je n'ai plus jamais pratiqué depuis. Voilà, ceci est mon péché. Même si j'ai fait cela dans le but de sauver le plus grand nombre, savoir qu'un homme se fait torturer tous les jours depuis 20 ans m'est insupportable. J'ai l'image de son regard implorant dans la tête depuis ce jour-là. Mais entre vous et moi, qu'auriez-vous fait à ma place? Condamné à mort. Je n'ai pas de nom, pas de visage, pas d'existence, pas de droit à la vie. J'ai été condamné à mort le jour de ma naissance. Et ceci, c'est de votre faute. Je
fais partie de ceux qui sont nés dans cet endroit que nous appelons maison par défaut. Il fait froid en hiver, chaud en été. C'est souvent humide et il n'est pas rare que l'on tombe malade, même si l'on est rapidement traité. Nous sommes tous entassés comme des marchandises sans importance. Ces conditions sont parfois fatales à certains, et alors leur corps est évacué rapidement. Ceux qui nous ont enfermés là ne se sont jamais posé la question de savoir si c'était agréable pour nous. L'important était juste que l'on reste en vie et en bonne santé, si l'on peut appeler ça une vie. Parfois, je tombais sur quelqu'un qui avait été pris par eux et qui avait connu le monde extérieur. Les récits de ceux qui venaient du grand air me faisaient rêver. Lorsque j'étais enfant, j'essayais d'imaginer ce qu'était un prix. Cela peut vous paraître étrange, mais je n'ai su associer l'image qui correspond à ce mot qu'assez tard, au début de mon adolescence. C'est lors d'une de mes rares sorties que j'ai pu en apercevoir un au loin, ou déplacé parfois, et ça nous permettait d'essayer de voir ce qui se passait autour de nous. C'était pendant ces rares moments que l'on se faisait nombre de faux espoirs. Notre seule raison de vivre, c'était d'espérer être libérés un jour. Nous trouvions cela incroyable que personne ne vienne jamais. À croire que c'était rentrer dans la normale de persécuter des individus. Nous n'avons jamais entendu parler de gens s'intéressant à nous. Peut-être qu'il y en a, mais ce n'est pas eux qui m'ont sauvé. Les seuls que nous voyions étaient nos tortionnaires. Je ne savais pas qu'il était possible d'inspirer autant de peur. Tout le monde s'écarte sur leur passage. Leur simple mention suffit à nous faire trembler. On pourrait presque les sentir venir avant même de les voir. Imaginez-vous la scène. Vous êtes dans une pièce sombre. Vous ne pouvez pas beaucoup bouger car il a été fait en sorte d'utiliser toute la place disponible. Vous pouvez déjà vous estimer heureux de ne pas être attaché. Ne faites pas attention à grand-chose parce que votre quotidien, depuis des lustres, c'est devenu ça. Attendre. Attendre que le temps passe, sans but précis. Et soudainement, vous commencez à vous sentir mal à l'aise. Vous entendez bientôt des bruits de pas dans votre direction. Puis, après une attente qui vous a semblé durer des heures, vous entendez le verrou glisser. Dans un bref instant, votre peur est supplantée par le désir de voir quelqu'un faire le pas et sortir avant qu'il ne s'en rende compte. Mais ce vain espoir est rapidement balayé, tandis qu'une lumière aveuglante s'abat sur vous et découpe la silhouette d'un homme dans le couloir qui nous sépare du reste de l'installation. Il entre sans rien dire, regarde autour de lui comme s'il ne nous voyait pas. Il fait une ronde dans la pièce, en paraissant prendre conscience de l'existence de certains d'entre nous, tout d'un coup. Il les regarde avec mépris, parfois les tâte sans rien dire, et puis il repart. Il a pu constater que le traitement que nous subissions n'avait fait aucune victime. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre sa prochaine visite, même si nous savons intimement qu'un jour il viendra pour nous faire sortir. C'est une vieille rumeur tenace qui n'a pas été démentie. Après un certain âge, ils viennent nous chercher, et ceux qui sont pris ne reviennent jamais. Certains idéalistes espèrent toujours que c'est une libération, mais peu d'entre nous sommes dupes. On sait très bien qu'un jour, c'est vers notre dernière demeure qu'ils nous envoient. Ils sont tous des représentations plus terribles de la grande faucheuse les uns que les autres. Vous pensez que ce dont je vous parle n'existe pas? La Seconde Guerre mondiale est finie, les camps de concentration ont disparu. La barbarie existe encore en Orient, mais certainement pas dans vos pays civilisés. Pourtant, vous nous passez devant tous les jours sans nous voir. Vos cris d'effroi lorsque nous voyons leur silhouette menaçante approcher à grands pas vous laissent indifférents. Notre lente agonie, une fois que nous nous sommes fait trancher la gorge, ne vous émeut pas le moins du monde. Le spectacle de nos corps se vidant de leur sang puis déchiquetés en petits morceaux ne dérange pas vos habitudes. Vous vous voilez la face. La mort est votre pain quotidien dans lequel vous mordez avilement. Vous êtes nos assassins, car vous nous regardez bêtement mourir dans la souffrance, sans voir ce qu'il y a de mal à cela. Pourtant, si ce massacre ciblait des personnes que vous connaissez, vous seriez les premiers à hurler de terreur. Imaginez vos mères, vos frères, vos fils jetés dans des cellules, regardés comme de simples animaux et traités lorsqu'ils ne se sentent pas bien. Imaginez-vous tout en dessous de ce tas humain, en train d'étouffer, car vous n'arrivez plus à obtenir d'oxygène. Et quand vous croyez qu'une main généreuse vous est tendue pour vous sortir de là, ce n'est qu'une serre griffue qui se propose d'abréger vos souffrances. Vous mourrez à genoux, en train de ramper devant votre meurtrier, en le suppliant du regard pour qu'il vous sauve. Vous finissez cette lecture qui ne ressemble pas du tout à votre réalité, en vous demandant qui est l'idiot qui a écrit ça. À cela, je vous répondrai simplement ceci. Qu'avez-vous eu dans votre assiette aujourd'hui? Bonjour à tous et à toutes. Comme vous le savez, j'ai des amis partout dans le monde.
L'un d'eux, vivant au Canada, connaît mon goût pour tout ce qui est histoire effrayante et étrange. Bref, pour tout ce qui est creepy. Il m'a envoyé la copie d'un post provenant d'un forum de survivalistes. Le membre l'ayant écrit était parti faire un stage de survie en Colombie-Britannique. Prenez qu'il partait seul durant quelques semaines dans la nature et racontait son histoire. Franchement, soit le type fumait là-bas le calumet de la paix en compagnie des Kwakwaka'wakw, les Indiens locaux, soit il mentait, soit c'est très étrange. La première hypothèse me semble la plus crédible. À vous d'en juger. Bienvenue amateurs de survie à la dure, dans la nature, dans le monde sauvage. Cela fait plusieurs semaines que je vous parle de mon stage de survie en Colombie-Britannique. Eh bien je l'ai fait. J'y suis allé, mais je n'ai pas pu tenir les 2 mois prévus à cause de ce que l'on peut appeler un accident. Le premier mois, tout se passait bien. Je me débrouillais même pas mal du tout. Je trouvais ma nourriture, mon eau que je purifiais avec mes pastilles, je dormais au coin du feu, etc. Je me sentais plutôt bien, éloigné de toute humanité et de tout être conscient. Je ne me trompais pas. J'étais effectivement loin de toute humanité. Même les Kwakwaka'wakw ne s'aventuraient pas dans cette région. J'en avais d'ailleurs aperçu de loin 1 ou 2 fois. Ils se déplaçaient par groupe de 10 à chaque fois et avaient l'air constamment effrayés. Peut-être qu'ils chassaient le puma ou le grizzly. Je m'en fichais après tout. Moi, je survivais. Eux, ils vivaient à l'abri dans leur réserve. Bah, quel abruti j'étais. Survivre tant que le seul adversaire est la nature. Ce n'est pas un souci. Ce qui abrégea mon stage fut la rencontre fortuite avec un groupe de ces Indiens. Pas de loin, mais de très près. Je marchais tranquillement dans la forêt à la recherche de matériaux utiles pour me bâtir un abri potable, capable de durer plus de 3 jours, et je me retrouvais subitement face à eux. Ils marchaient également, observaient dans toutes les directions, comme s'ils étaient suivis. Je devais comprendre plus tard qu'ils étaient non seulement suivis, mais aussi chassés. Sentant leur détresse, j'allais à leur rencontre. Quel effet je dus leur faire. Vous savez, je suis un survivaliste un peu romantique. J'aime me passer de la peinture de combat sur le visage et me promener avec un fusil en bandoulière. Je trouve ça cool. Avec cet accoutrement, ils ont dû me prendre pour un GI, quelque chose comme ça. Ils vinrent vers moi en baragouinant leur dialecte. Mais bon, je ne pouvais pas les comprendre. Seules 200 personnes parlent leur langue. Heureusement, quelques-uns qui avaient sûrement acquis un peu de culture occidentale parlaient un anglais approximatif. Comme moi en fait. Ils jouèrent donc le rôle d'interprète. Ces Indiens me disaient de fuir, ou plutôt de courir et de les suivre, ou plutôt les 3 à la fois. En effet, Bakbakwalanuxi était proche selon eux. Je leur demandais alors ce qu'était cet animal au nom incompréhensible. Ils traduisirent ce nom de leur langue par le premier qui mangeait un homme à l'embouchure de la rivière. Cela ne m'avançait pas vraiment pour tout vous dire. J'ai pensé qu'il s'agissait sûrement d'un gros ours ou d'une bestiole dans ce goût-là. J'entendis alors un grand bruit, comme une mastication, avec des grognements. Les Indiens étaient livides, me pressèrent de les suivre, affirmant que j'étais en danger de nutrition, d'après ce que je compris de leur charabia. Je ne regrette pas de les avoir écoutés et d'avoir pris peur exactement à ce moment-là. Un être émergea des fourrés. Il faisait la taille de 2 hommes. Sa peau était nue, violette, iridée, sans un seul poil. Son corps était recouvert de bouches truffées de dents plates. Il en avait même à la place des yeux. Cette vision infernale me poussa à prendre mes jambes à mon cou. Mais cette chose courait vite. À un moment, comme j'avais pris un peu d'avance, je m'arrêtais et je tirais avec mon fusil. Un fusil à double canon, suffisant contre n'importe quel prédateur normalement. Du gros calibre. Les balles s'enfonçaient et creusaient des trous sanglants dans la chair de ce monstre. Mais cela ne l'arrêtait pas. Juste au moment où ça allait se jeter sur moi de toute sa masse, ça tomba dans un trou profond, camouflé par les feuilles. Les Indiens s'étant arrêtés un peu plus loin, hurlèrent de joie. A priori, leur piège avait fonctionné. J'entendais les hurlements de la bête au fond du trou. On pensait avoir gagné. On ne pouvait imaginer pire erreur. Nous rentrâmes tous, en nous dépêchant bien sûr, pour s'éloigner de ce monstre, au cas où il parviendrait à se sortir de son trou. Mais sans trop de pression. Nous étions tous choqués, moi sans doute plus que les autres. Les Indiens parlaient entre eux. Un des anglophones m'expliqua que leur attitude de peur était simulée pour attirer Bakbakwalanuxi, puis le faire tomber dans un piège, afin de réaliser une sorte de rite d'initiation. Il fallait que je les suive pour que leur plan réussisse. Sinon, Bakbakwalanuxi ne serait pas passé au bon endroit, car il m'aurait poursuivi. Soudain, un cri retentit depuis l'endroit où était tombé l'ogre. Sur le coup, cela me fit penser à un appel à l'aide. En fait, non. Il appelait ses acolytes.
Les Indiens pâlirent. Dans les légendes, Baxbaswala-Nuxiw était assisté de 2 autres bêtes. Ils recommencèrent à courir, et moi aussi. Cette fois-ci, je suis sûr que leur peur n'était pas simulée. Après que nous eûmes seulement couru 200 ou 300 mètres, un énorme corbeau atterrit sur la tête d'un de mes nouveaux camarades et lui creva les yeux. L'Indien en question hurla de douleur. Exactement au même moment, une grue de 2 mètres de haut descendit des arbres pour crever le crâne d'un des Indiens, le ratant de peu. Mais là, mon fusil fut utile. Je tirai vaguement dans la direction de ces bêtes, dont les Indiens devaient m'apprendre qu'ils s'appelaient Quack-Quax-Wala-Nuxiwai et Xoxog-Waxtewai, les yeux et les oreilles de Baxbaswala-Nuxiw. Le groupe les avait piégés autre part. Ils avaient été libérés. Les anciens du village me dirent le lendemain que Kominaga, la femme de Baxbaswala-Nuxiw, les avait sûrement désentravés. Bref, passons ces explications. Mes balles les atteignirent et semblèrent leur faire assez mal pour les repousser. Nous abandonnâmes les cadavres pour courir, laissant le cœur de la forêt et tout mon équipement derrière nous. Nous arrivâmes le soir au village Kwakwakawakeu. Ce soir fut un soir de deuil. Les jeunes avaient échoué à leur rite de passage et 2 étaient morts. Le chaman du village, ayant une voiture et un permis de conduire, me mena à une ville proche où je pus contacter mes proches, pour leur expliquer que j'avais perdu tout mon matériel après avoir été poursuivi par un grizzly. Je décidai donc de passer sous silence cette histoire. Il valait mieux. En tant que survivaliste, j'étais déjà considéré comme sacrément dégénéré par ma famille. Les Kwakwakawakeu n'ayant que peu de contact avec les autorités, ces 2 disparitions passeront sans doute inaperçues. Voilà pourquoi je reviens sur ce forum plus tôt que prévu. 3 histoires, 3 destins, 3 manières d'être confronté à la peur, quel que soit l'endroit, les protagonistes et les événements. Une manière de montrer que personne n'est à l'abri de se retrouver dans des situations dépassant l'entendement humain. J'espère que cette première sélection personnelle de CFTC vous a plu autant que j'ai eu de plaisir à les compter. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires de l'autre monde.